On va passer la parole à Monsieur Sordello. Monsieur Sordello donc, est coordinateur de la cellule revue systémique de l'unité mixte de services patrimoine naturel, qu'on abrège en PatriNat. C'est un service qui regroupe 110 agents de l'Office national de la biodiversité, du CNRS, et également du Musée national d'histoire naturelle de Paris. Comment passer de la connaissance à l'action quand on parle de préservation de la biodiversité? Voici l'exemple sur la question des lumières clignotantes. Monsieur Sordello, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Donc je pense que la transition va être vraiment intéressante avec la présentation de Nicolas avant, puisque bon, lui il vous a parlé beaucoup de terrain justement, d'inventaire d'espèces, etc. Moi je vais vous parler plus d'expertise et de bibliographie, donc vous allez voir que ça complète bien. Donc ce que je vais dire là, en fait, vous pouvez aussi aller voir sur Internet, j'ai publié un article de vulgarisation justement sur le sujet. Donc, la question qu'on va aborder là, c'est comment on utilise la connaissance scientifique qui est produite par la recherche pour passer à l'action. Donc en gros, comment on élabore l'expertise dans le domaine de l'écologie. On avait souhaité faire cette présentation avec l'AFE, ici là au JNL, pour plusieurs raisons. Donc déjà, on est dans un moment un peu justement charnière, où ça fait des années qu'on met en évidence les impacts de l'éclairage nocturne sur la biodiversité, et que maintenant on cherche à passer à l'action, donc se pose la question de comment. Et puis surtout, on a mené justement une étude conjointe AFE MNHN, enfin UMS PatriNat, avec le soutien aussi de la CE et de Citeos. Donc je vais vous prendre comme exemple cette étude qui parle de la lumière clignotante. Alors le contexte, c'est celui-ci, c'est que on est dans une crise majeure d'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale, et que du coup, ça touche tous les domaines, toutes nos activités humaines, l'industrie, l'agriculture, etc., l'éclairage aussi, évidemment. Et donc, en fait, ça force les acteurs à devoir faire des choses pour préserver la biodiversité, diminuer leurs impacts. Sauf que ces acteurs ne sont pas écologues, donc n'ont pas forcément le bagage nécessaire pour eux-mêmes prendre en charge ces questions-là. C'est pas faire injure que de le dire, c'est que l'écologie, c'est une science qui est assez complexe d'ailleurs, qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur milieu, etc. Donc, ça nécessite une expertise dédiée. Et bien souvent, on constate que finalement, les acteurs qui doivent faire des choses pour la biodiversité se retrouvent assez démunis, ils ne savent pas trop comment faire, donc ils font appel à leur propre bon sens, à leur intuition, en échangeant avec des collègues, etc., sur leur retour d'expérience personnelle, ce qui est très louable, mais ça pose quand même question, alors qu'en regard de ça, il y a des études scientifiques qui sont publiées et qui ne sont pas justement utilisées, parce que ces acteurs n'ont pas le temps, n'ont pas l'accès aux publications, c'est aussi un autre sujet, les publications payantes, etc. Donc voilà, tout ça pour mettre en lumière le fait qu'il y a un besoin de transfert de connaissances depuis la recherche vers le secteur opérationnel. Alors pour faire ça, il y a deux grandes façons, pour faire très simple. Il y a le dire d'expert, donc on fait beaucoup ça en France, on invite un spécialiste et puis on lui pose la question qu'on se pose, et puis on lui demande quel est votre avis par rapport à votre bagage, votre expérience, ce que vous avez lu, etc. Alors ça c'est très bien, mais finalement c'est aussi biaisé, parce que le meilleur des experts ne peut pas tout savoir. On a tellement de publications maintenant qui existent qu'un être humain seul ne peut pas tout lire. Et puis surtout, même si l'expert est de bonne foi, le plus objectif possible, etc., on ne peut pas non plus s'assurer que son avis n'est pas orienté. Donc voilà, ça c'est la première option, mais qui n'est pas forcément la plus satisfaisante. La deuxième option, c'est d'aller se référer justement à la littérature scientifique, donc aux publications qui sont en fait le produit de la recherche. C'est comme ça que la recherche laisse des traces, en publiant des articles scientifiques académiques qui sont reviewés par des pairs. Et donc on va essayer de faire ce qu'on appelle une review en français. Donc on va compiler les articles qui sont déjà publiés. Alors ça, c'est des articles qui sont généralement très appréciés. Donc, je vous en ai mis deux là en exemple, qui sont sortis très récemment. Donc il y a un article, par exemple, si ça vous intéresse. Alors j'ai pris évidemment des exemples sur l'éclairage artificiel. Un article sur les services écosystémiques, donc la pollinisation, la filtration de l'eau, l'épuration de l'air, etc. Comment la pollution lumineuse influe sur ces services-là. Donc c'est une review, les auteurs ont compilé plein d'articles sur ce sujet. Deuxième revue en exemple, c'est assez spécifique, c'est sur les mollusques. Voilà, c'est la première fois qu'il y a une revue qui porte sur l'impact de l'éclairage sur les mollusques. Donc c'est des articles qui font eux-mêmes la compilation de plusieurs dizaines ou centaines de publications. Donc c'est généralement des articles qui sont eux-mêmes très cités après par ailleurs.
Mais en fait, ces articles, ils restent aussi encore assez insatisfaisants, hein. Il y a des risques d'écueil. Déjà parce que la méthode est parfois pas exposée par les auteurs. Vous savez que dans un article scientifique, il y a toujours une partie matériel et méthode. C'est ça qui permet de voir comment l'expérience a été faite. Donc là, dans le cas des synthèses bibliographiques, souvent cette partie passe un peu à la trappe parce qu'on décide que voilà, faire de la synthèse biblio, voilà, tout le monde sait faire. Il n'y a pas une méthode particulière. Il n'y a pas besoin de faire une section méthode pour ça. Or, il y a plein de questions qui se posent. Comment on choisit les articles qu'on va synthétiser? Est-ce que je les choisis moi comme ça à l'opportunité? Ou est-ce que je fais des critères de sélection objectifs? Comment ensuite je vais les trier ces articles? Est-ce que je vais aller voir s'ils sont tous robustes de la même façon? Ou est-ce que je considère que comme ils ont été publiés, voilà, tout se vaut? Donc il y a plein de questions quand même qui méritent d'être tranchées d'un point de vue méthode quand on fait des synthèses. Et puis l'autre difficulté aussi à faire ces synthèses, c'est que maintenant on a une masse de connaissances qui est assez importante, hein, voire très importante sur certains sujets. Alors l'éclairage nocturne, ça commence à être assez abondant, mais par rapport à d'autres sujets comme le changement climatique, on en est encore loin, hein. Je vous ai quand même mis le résultat voilà, sur ce qu'on appelle Web of Science. Donc c'est une plateforme justement où on retrouve plein d'articles scientifiques dans le domaine de l'écologie. Juste en tapant les mots-clés, donc lumière artificielle et pollution lumineuse, ou pollution lumineuse. Donc là, on recherche tous les articles qui ont au moins l'une de ces deux expressions, soit dans leur titre, soit dans leur résumé, soit dans leurs mots-clés. On trouve plus de 5000 résultats. Donc voilà, déjà, c'est quand même un temps certain pour aller après éplucher tous ces articles. Donc ça pose question concrètement, quels moyens on peut utiliser pour traiter cette masse de littérature. Donc c'est là qu'apparaît cette méthode des revues systématiques. Donc nous, on s'est spécialisé là-dessus à l'UMS Patrinat, et c'est cette méthode qu'on a utilisée pour le travail qu'on a mené avec l'AFE. C'est une méthode qui vient du domaine médical à la base, qui est transposée actuellement dans le domaine de l'écologie, donc qui vise justement à avoir une méthode standardisée pour faire de la synthèse bibliographique. Donc il y a des guidelines qui sont édités par une association qui s'appelle la CEE, et qui va dire voilà, en gros comment il faut faire pour aller récupérer les publications, comment on procède pour les trier, qu'est-ce qu'on en fait ensuite, etc. pour que le processus en phase de synthèse soit le plus objectif possible, le plus exhaustif possible, le plus reproductible possible aussi, et le plus transparent possible. C'est-à-dire que là, vraiment, toute la méthode va être publiée elle-même, et chacun pourra voir en fait pourquoi tel article n'a pas été gardé dans la synthèse, pour quelle raison il a été exclu, etc. Donc en France, cette méthode, elle est récente, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, nous, dans nos pays comme ça, francophones, on va dire, on a plus l'habitude d'utiliser le dire d'experts que les systematic reviews, contrairement aux pays anglophones. Donc la FRB, qui est la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, promeut les revues systématiques depuis maintenant quelques années, en passant par exemple des appels à projets, en faisant des formations, etc. Donc nous, on s'est formé auprès de la FRB. Alors voilà, en gros, le schéma un peu récapitulatif, ce qu'on faisait jusqu'avant et qu'on cherche à plus faire, et ce qu'on voudrait faire. Donc en pointillé, c'est les circuits qui sont pas vraiment satisfaisants, et en très plein, c'est ce qu'on voudrait avoir comme circuit. Donc par exemple, je vous disais, ceux qui doivent prendre des décisions, que ce soit des acteurs opérationnels, des ministères, etc., souvent se basent sur leur propre expérience, sur leur propre intuition, etc. Donc ça tourne un peu en boucle comme ça, sans aller voir ce que produit la recherche. Et puis les chercheurs aussi ont leur cas de conscience à faire, puisque souvent quand on fait des synthèses bibliographiques, justement, comme je vous disais, on n'expose pas la méthode, on va choisir les articles un peu comme ça à l'opportunité, parce que c'est ceux qui sont publiés dans les meilleures revues, etc. Et donc on a une boucle aussi qui est quand même pas très satisfaisante. Donc les revues systématiques, ça vise à utiliser les retours d'expérience, donc vraiment les faits avérés, produits par la recherche. On analyse tout ça donc par une méthode que je vais vous présenter, et ensuite on alimente comme ça la prise de décision des acteurs opérationnels. Donc le cheminement, c'est celui-ci, il est assez complexe. Donc déjà, tout commence par poser la question. Donc on va voir après justement la question qu'on a posée ensemble avec l'AFE. On met au point la méthode donc en s'inspirant des lignes directrices internationales, et puis ensuite ça commence. Donc on va chercher la littérature, à la fois la littérature scientifique, c'est-à-dire vraiment académique, publiée dans les journaux scientifiques, et puis aussi la littérature dite grise, donc tout ce qui est rapport d'expertise, même des rapports de stage, etc., des thèses bien sûr. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la littérature grise de manière un peu péjorative, alors que pourtant c'est des documents qui sont parfois très bons. Donc nous, dans les revues systématiques, justement, on les intègre, parce que de toute façon, après, on va faire nous-mêmes un tri et une analyse critique des publications. Donc ça, c'est un point fort justement de cette méthode, c'est qu'on va nous-mêmes réévaluer
chaque document pour voir s'il comporte certains biais, parce que les auteurs n'ont pas forcément suffisamment répliqué leur expérience, ils ont choisi leur site d'études de manière un peu subjective, etc. Donc on va nous-mêmes refaire une analyse critique des publications, ensuite on extrait les données, et puis on fait des analyses statistiques, pourquoi pas une méta-analyse si on peut, et puis ensuite on rédige et on publie la synthèse. Voilà. Alors nous, ce qu'on a fait dans le cadre du travail avec l'AFE pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une carte systématique. Donc c'est très proche d'une revue systématique, sauf que vous allez voir, on s'est arrêté factuellement en fait à l'extraction des données sans faire justement l'analyse statistique comme on peut faire après, ce qu'on fait dans le cadre d'une revue systématique. Donc là, on a nous, au stade actuel, un paysage de la connaissance sur la question qu'on a posée. Alors juste avant de passer à cette étude-là, justement, quelques exemples aussi de travaux qu'on a publiés, donc, pour le coup vraiment aboutis, sur la pollution sonore. On a fait un catalogue de publications sur toutes les études qui traitent du bruit et de la biodiversité. On a récolté près de 1800 publications. Ça s'est publié. Alors un autre atout aussi des revues systématiques, c'est que c'est vraiment en open access, et y compris la base de données. Donc ce fameux catalogue est disponible pour tous. Hein, c'est l'objectif que ça serve à la communauté. Et puis un travail aussi sur les bords de route. Voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait on peut faire des revues sur n'importe quel sujet. Là actuellement on travaille sur les coraux, par exemple, l'influence des crèmes solaires sur les coraux. Donc ça peut être sur tout type de questions que nous pose soit un ministère, soit un acteur opérationnel quelconque. Sur donc le sujet vraiment qui nous concerne aujourd'hui, l'étude avec l'AFE, donc c'est la question des lumières clignotantes. Alors pourquoi ce sujet? Donc c'est une proposition de l'AFE qui nous a paru tout de suite intéressante, c'est que pas mal de paramètres de l'éclairage maintenant sont déjà considérés, y compris dans la réglementation. On l'a vu tout à l'heure, donc il y a la température de couleur, la temporalité, la quantité de lumière par unité de surface, etc. Et par contre, ce caractère clignotant, scintillant, enfin voilà, on va voir justement qu'il y a plusieurs sous-aspects là-dedans. Pour l'instant, on ne l'a pas du tout considéré, que ce soit dans les discussions même, et encore moins donc, dans la réglementation. Donc on s'est dit qu'il y avait un sujet à défricher, et que c'était justement intéressant de s'essayer à cette méthode des revues systématiques avec un sujet un peu neuf. Parce que, en glanant comme ça des articles à droite à gauche, on a vu qu'il y avait effectivement potentiellement des impacts de ces lumières intermittentes. Et qu'en plus, ça devient clairement le sujet, on l'a vu un peu tout au long de la journée, avec les éclairages dits intelligents, donc qui permettent de gagner assez fortement en temporalité, puisqu'on va éclairer que quand il y a un véhicule qui passe, que quand il y a un usager qui est là, etc. Mais en même temps, potentiellement, on peut rajouter un effet stress, parce qu'on va allumer et éteindre potentiellement fréquemment la lumière au cours de la nuit. Donc est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd? C'était un peu la question. Et donc on a mené pour ça un travail bibliographique, donc comme je disais, en s'inspirant de la méthode des revues systématiques. Ça s'est traduit par un stage de Master 2 qui vient de se terminer, donc avec Marc Legrand qui est dans la salle d'ailleurs, si vous voulez poser des questions, ensuite il est là. Et puis donc on a monté un copil avec l'AFE, Patrinat, l'ACE et Citeos. Alors ce projet n'est pas terminé, donc vous allez voir, c'est pour ça que là, je ne vais vraiment pas rentrer beaucoup dans les détails des résultats. On va le prolonger là dans les semaines qui viennent pour aller jusqu'à, on l'espère justement, la publication de cette synthèse. Donc on a en fait décortiqué cette question globale de la lumière clignotante en deux sous-questions. La première, c'est finalement à partir de quand une lumière est clignotante. Ça paraît bête, mais finalement c'est lié à l'espèce. La faculté de vision de chaque espèce fait que on va avoir ce qu'on appelle une fréquence de fusion critique, donc une fréquence seuil, à partir de laquelle on voit plus la lumière clignoter, elle devient continue. Donc en fait, là encore, c'est très subjectif quand on dit qu'une lumière clignote, c'est par rapport à nos capacités de vision, à nous, êtres humains. Donc c'était déjà un premier travail finalement d'aller chercher dans la littérature toutes les publications qui ont mis en évidence ces fameuses CFF, donc Critical Flicker Fusion en anglais, ces fréquences seuil qui permettent de savoir si l'individu voit une lumière clignoter ou pas. Et puis après, la deuxième sous-question, c'était vraiment par rapport aux éclairages intermittents qui sont installés, donc les éclairages dits intelligents, détecteurs de présence, etc. Est-ce qu'on a déjà dans la littérature des retours sur les impacts que ça pourrait avoir, soit positifs, soit négatifs, sur les populations d'espèces? Voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des effets négatifs comme positifs. Là, quelques exemples dans les effets négatifs, il y a des publications qui ont testé l'effet de la lumière pulsée sur des crapauds, par exemple, qui montrent qu'il y a un effet stress au niveau physiologique, ou également sur des poissons aussi, donc un effet stroboscopique qui a été testé et qui met en évidence des effets répulsifs. Donc c'est le fait que la lumière clignote qui fait qu'elle devient pénalisante et pas la lumière elle-même. Donc il y a vraiment un effet additionnel du clignotement.
Et en regard, on peut avoir des effets positifs. Donc là, j'ai trouvé une publication assez récente qui teste une rue en éclairage intelligent par rapport à une rue qui n'est pas en éclairage intelligent. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne dans les populations d'insectes qui sont piégés? On voit que là, sur les hétéroptères, donc c'est les punaises en gros, on gagne, hein, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 40% en moins de punaises qui sont piégées quand l'éclairage est sur détection de présence. Ce qui se comprend un peu, c'est un peu intuitif, c'est-à-dire que comme il y a un effet d'attraction, hein, vous savez, sur les insectes, si on laisse la lumière allumée toute la nuit, les insectes ne peuvent plus partir de ce piège lumineux, alors que si ça s'éteint et que ça s'allume, les insectes quelque part peuvent être libérés de temps en temps. Donc sur les insectes, ça peut se comprendre qu'il y a un effet plutôt positif. En tout cas, bon là c'est un exemple, hein, justement, c'est pas du tout généralisable. Par contre, sur les vertébrés, vous avez vu là précédemment, c'était plutôt des vertébrés. Là, il peut y avoir des effets plutôt négatifs liés au stress physiologique ou comportemental. Donc voilà un peu le processus qu'on a suivi. Donc là, je vais juste prendre l'exemple de l'identification des CFF. Donc on a fait ce qu'on appelle une équation de recherche. On met des mots-clés en anglais qui sont des synonymes de fréquence de fusion critique, en fait, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de signifier cette expression. On fait tourner ça dans des bases de littérature, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, Web of Science. Et puis ensuite, on extrait toutes les citations. Donc là, nous, on en a récolté, pareil, quasiment 5000. Ensuite, on trie les articles et puis au final, donc, on a eu une centaine d'articles qui sont vraiment sur le sujet, qui ont identifié les CFF et on a pu extraire 186 CFF. Voilà. Donc là, on en est là pour cette revue-là. On a extrait ensuite des métadonnées pour chacune des publications, c'est-à-dire quelle espèce ça concerne, la valeur de la CFF évidemment, la valeur moyenne trouvée par les auteurs, et puis la méthode aussi, parce qu'il y a plusieurs façons d'identifier une CFF, donc c'est aussi une information importante. Et puis ensuite, Marc a pu aller jusqu'ici à faire un graphique justement des valeurs, hein, tout le panel de valeurs qu'on a trouvé sur les 186. Comme vous devez savoir, hein, nous, l'humain, on est à 60 environ. Et on a trouvé des animaux qui vont jusqu'à 400 Hz. Donc eux, ils ont une CFF beaucoup plus importante que nous. Ils voient le clignotement beaucoup plus loin que nous, on va dire, entre guillemets. Et puis des animaux qui, au contraire, ont une CFF beaucoup plus basse. Voilà, donc les suites et les perspectives. Alors ce travail il n'est pas terminé, donc c'est pour ça que j'espère que vous ne restez pas trop sur votre faim, mais on était quand même, ça nous paraissait intéressant de vous parler au moins déjà de la méthode. L'idée, bien sûr, c'est de le terminer, donc de faire une analyse critique des publications, justement, parce que c'est une étape vraiment importante, et notamment sur l'exemple des CFF. Pour l'instant, on n'a pas regardé est-ce que le protocole pour identifier ces CFF, il est pertinent ou pas, est-ce qu'il présente des biais ou pas, parce qu'il y a peut-être des valeurs de CFF, finalement, qu'on va rejeter, parce que les auteurs n'ont pas été rigoureux dans leur expérience. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire. Et puis ensuite, sur la deuxième sous-question dont je vous parlais, l'effet des lumières intermittentes sur les populations d'espèces, là, on a encore un peu de travail, parce qu'il y avait pas mal d'articles et on a mis de côté un peu certains paquets, etc. Donc on va devoir traiter tout ça dans les semaines qui viennent pour aller éventuellement, on l'espère, après vers une publication scientifique. Et puis l'idée surtout d'une revue systématique, c'est déjà de publier pour la démarche intellectuelle, etc. Mais bien sûr, vous l'avez compris, que ça serve aux acteurs opérationnels, donc typiquement à vous, hein, éclairagistes. Donc pour les CFF, je pense que ça va être a priori assez précieux pour vous de savoir justement, en fonction des lampes qui sont fabriquées, est-ce que la fréquence de ces lampes peut potentiellement impacter tel ou tel taxon. Et puis évidemment sur l'autre sous-question aussi des effets des éclairages intermittents, si on arrive à avoir des informations là-dessus, ce sera sûrement utile pour les projets à venir, parce qu'on sait que ces éclairages intelligents vont massivement se développer. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention.